Bonjour! Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de livres qui ont tous une particularité, c'est que ce sont des récits de vie, alors récits fictifs ou non. Ce que l'on sait, c'est que le narrateur est le personnage principal et donc il va nous emmener dans ce bout de sa vie, ou alors dans sa vie en général, et évidemment c'est son point de vue à lui. Alors sinon, j'avais vraiment envie de vous tourner cette vidéo et vous parler de ces livres. Par contre, c'est pas une journée où je suis à fond. C'est-à-dire que j'ai pas du tout le courage de me coiffer par exemple, me maquiller quand même un petit effort. J'ai mis ce beau gilet, oui, ce beau gilet que j'adore parce qu'il a une valeur affective. Mais ne vous inquiétez pas, je sais que le vert ne va pas du tout. Ça c'est mon côté Casper un petit peu. L'un des livres dont j'avais envie de vous parler, c'est de La fin de la solitude de Benedict Wells. Je fais preuve d'une grande originalité puisque c'est le livre qu'on a vu un peu passer partout, sur tous les réseaux sociaux, et j'ai eu envie de le lire, bien évidemment. Donc j'ai demandé un exemplaire presse à la maison d'édition Slatkin et compagnie qui me l'a gentiment envoyé 2 fois. Oui, d'ailleurs je les remercie puisque la première fois, comme c'était en plein dans mon déménagement, le livre s'est perdu dans les méandres de la poste. C'est le 4e roman de l'auteur, seulement c'est le premier qui est traduit en français. En fait, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment entendu parler de lui jusqu'à présent. Pourtant, il cartonne vraiment en Allemagne. Le livre débute avec Jules qui sort du coma et il va alors se remémorer son enfance qu'il a passé notamment avec son frère Marty et sa sœur Lizzie. Seulement, son enfance n'a pas vraiment été très joyeuse puisqu'il a perdu ses parents dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que 7 ans. Ils sont donc placés avec son frère et sa sœur dans un pensionnat et pendant les vacances, ils vont rejoindre leur tante, mais ils sont complètement arrachés en fait à leur famille, vu que leurs parents sont morts. C'est vrai que l'histoire vue comme ça est assez tragique, mais à aucun moment l'auteur ne fait dans le pathos et il aborde justement ce thème de façon très pudique. On va alors suivre cette fratrie qui un peu se perd de vue parce que finalement ils ne sont pas toujours là les uns pour les autres. Et donc on va suivre l'histoire de Jules, comment lui a subi tout ça, comment il a grandi avec ça, et finalement la solitude qu'il a ressentie face à tout ça. Jules va aussi nous narrer ses relations amoureuses et surtout une relation avec une fille qui a eu énormément d'importance pour lui, qui a été sa meilleure amie pendant l'adolescence et finalement qui a été une personne très importante justement après la mort de ses parents, c'est Alva. Donc cette Alva a une importance extrême pour lui aussi, c'est aussi un personnage très intéressant, c'est une fille très intelligente qui lit énormément et qui va donc avoir un impact énorme sur lui. C'est vrai que tout au long du livre, on a une certaine tristesse puisqu'on parle de deuil, de perte d'un être cher, qu'il soit définitif ou non, mais finalement, comme je vous l'ai dit, c'est fait avec tellement de pudeur et tellement de justesse qu'à aucun moment on subit et à aucun moment on a l'impression qu'on est rentré dans le pathos total et que ce livre est fait pour nous faire pleurer, puisque pas du tout. Et l'auteur arrive à nous sortir tout ça alors qu'il n'a que 32 ans. Regardez-moi cette petite tête. On arrive maintenant à Myriam Leroy et son livre Ariane. Là aussi, j'ai choisi ce livre parce qu'il était très présent sur les réseaux sociaux, mais pas que, puisque c'est aussi parce que j'apprécie Myriam Leroy, qui est une personnalité assez connue. Et donc, elle a été chroniqueuse, elle a écrit des pièces de théâtre, elle est féministe, et j'avais très envie de lire son livre, son premier roman. L'histoire, c'est celle de 2 adolescentes qui vont vivre une véritable amitié passionnelle. On a d'abord la narratrice, qui est la personne la plus saine d'esprit des deux, et on a ensuite Ariane. Ariane qui est décrite comme une jeune fille absolument parfaite, puisqu'elle est belle, elle est intelligente, et elle est extrêmement fascinante. Au début, le livre m'a un peu fait penser à Antéchrista d'Amélie Nothomb, mais ça, ce n'était vraiment qu'au début, parce qu'il le surpasse. Puisque au-delà de cette amitié totalement destructrice, on a aussi de véritables critiques sur pas mal de choses. On a notamment une critique sociale puisque la narratrice, elle, vient d'un milieu modeste tandis qu'Ariane est un peu ce qu'on appelle une bourge. C'est-à-dire qu'elle a de l'argent, qu'elle vit dans un milieu aisé et surtout la narratrice va dans le même, non pas dans le même collège puisque ici on est en Belgique, donc dans la même école secondaire qu'Ariane et donc disons-le, c'est une école secondaire de bourgeasse. Je ne sais pas si ça se dit. Donc évidemment la narratrice va subir cette pression sociale puisqu'elle se doit de paraître
alors qu'elle n'a pas vraiment d'argent. On va aussi avoir une critique assez acerbe sur justement la région d'où est la narratrice, qui est le Brabant wallon. Le Brabant wallon, c'est ça. C'est une région assez sympathique, assez aisée, sauf que je pense que quand on est un adolescent et qu'on vit là, on s'éclate pas tous les jours. Hein? On a un peu envie de se pendre. On a aussi une critique de finalement ce que s'inculquent elles-mêmes les adolescentes, par exemple via la presse. Par exemple, quand j'avais 12-13 ans, je lisais le magazine Jeune et Jolie, qui donnait toujours énormément de bons conseils. Il m'était recommandé, lorsque j'avais un petit ami, de le surprendre quand il était en vacances, parce que c'est bien connu, un homme trompe forcément sa copine, il faut donc aller le surveiller. Ou encore le fait d'être toujours bien habillé, bien coiffé et bien maquillé, puisque c'est bien connu, si ce n'est pas le cas, vous êtes moche et personne ne veut de vous. Donc cette presse finalement fait passer les filles pour des connes et les mecs pour des connards. C'est génial. Et donc évidemment la narratrice, et alors ce qui est très marrant c'est que depuis tout à l'heure je dis la narratrice, mais il y a une raison particulière, c'est que je ne sais pas du tout son prénom, je ne sais pas qui elle est. Et en fait je suis en train de me demander si son prénom est même mis dans le livre. Je n'en ai aucune idée. Puisque finalement la seule personne qui est nommée c'est Ariane. Ariane qui, disons-le, a quelques problèmes mentaux. Déjà dans sa famille, ils ne sont pas toujours très nets. Hein. Elle a une relation très particulière avec son père adoptif, puisqu'elle a été adoptée, et une relation à mon avis tout aussi particulière avec sa mère adoptive. Hein. C'est assez bizarre. Je pense qu'on pourrait la qualifier de ce qu'on appelle un pervers, mais là ce serait une perverse narcissique. Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise toujours au masculin, mais que finalement on pourrait utiliser au féminin aussi. Évidemment, dans ce genre d'histoire, il y a toujours la montée fulgurante où l'amour passionnel devient très très fort, mais comme dans tout ce qui est passionnel, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, et dans ces cas-là, ça fait très mal. Et puis, comme la petite Ariane n'a pas vraiment toute sa tête, c'est encore beaucoup plus difficile pour la narratrice. Ce livre est assez psychologique aussi déjà parce que la relation est assez particulière, mais aussi parce que la narratrice nous le dit, il y a pas mal de choses qu'elle a oubliées. Elle n'a plus d'objet qui la relie à cette personne, ou même une photo ou quoi que ce soit. Tout ce qu'elle a, ce sont ses souvenirs, et encore, même là, rien n'est sûr, donc il y a toujours des moments un peu de flottement où on ne sait pas trop, parce que la narratrice elle-même ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai lu ce livre vraiment très rapidement, en 1 ou 2 jours, et encore, c'était parce que je ne pouvais pas le lire d'une seule traite, et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas, mais waouh. Le dernier livre contraste avec les 2 livres précédents, non pas par la qualité, mais par le côté médiatique, puisqu'il n'a pas du tout été médiatisé. Tout simplement parce que c'est un livre auto-édité, et si je connais ce livre, c'est parce que c'est un ami qui l'a écrit. Ce livre, c'est L'écho du plafond d'Iskander Bilir. Ça me fait hyper bizarre du coup de dire son nom comme ça. La vidéo. L'histoire, c'est celle d'un homme qui a décidé d'arrêter de fumer. Sauf que cette décision et le fait d'arrêter de fumer va faire qu'il va se remémorer en fait tout ce qui l'a poussé finalement à commencer à fumer et tout ce qui a eu un lien avec cette dépendance. Ce livre, pareil, je l'ai dévoré, je pense que je l'ai lu en une après-midi, il se lit assez rapidement et pourtant c'est extrêmement intense, mais en fait moi j'adore ce genre de livre parce que on a un peu l'impression qu'à chaque page on a une réflexion sur soi-même, on a une réflexion sur finalement le livre aussi et sur l'auteur et sur ce qu'il nous raconte. Je vais m'arrêter ici parce qu'en fait comme je connais l'auteur c'est assez difficile pour moi de parler du livre, mais si vous voulez en savoir plus je vous mets toutes les informations en barre d'infos, donc si vous voulez, voilà, tout est en bas. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des livres dont j'ai parlé, si vous avez aimé ou pas. Si vous avez aussi envie de lire le 3e livre dont je vous ai parlé. Et puis si vous avez des idées lecture dans le même style, un peu récit de vie fictionnel ou pas, c'est vraiment un style que j'apprécie, donc je serai partante pour quelques autres lectures du même style. Sinon, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!